Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. On est ensemble pendant une demi-heure, 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. Et aujourd'hui, dans Action Éducation, on parle numérisation. Tout un programme. Voici sans plus tarder le sommaire de cette émission. L'école face au défi de la numérisation. Depuis quelques années, les innovations technologiques offrent de toutes nouvelles possibilités. Mais de quoi parle-t-on quand on évoque cette numérisation à l'école? Mathilde Vessels, ici présente, est en forme, vous allez le voir. Elle sort sa loupe dans un instant. Dans le domaine du numérique, les profs seront-ils ou sont-ils déjà dépassés par leurs élèves? Comment sont-ils formés? La France en avance ou en retard par rapport à ses voisins européens? On vous répond dans un instant. Et puis le tout numérique, il y a les pour et puis bien évidemment il y a les contre. Ce n'est pas un secret, les débats sont pour le moins animés. Et cette question, à quoi va ressembler l'école de demain? Là aussi, eh bien, on posera la question à nos experts dans un instant. Mickaël Gutiérrez, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant en CM2 à Sevran, à l'excellente école de Saint-Exupéry. C'est ça. On a un autre pensionnaire effectivement de cette école. Il s'agit d'Annabelle Mabouaka. Bonjour. Également enseignante en CM2 à Sevran, à l'école de Saint-Exupéry. Tout va bien? Tout va bien, merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Et puis en plateau, Charlotte Riflet. Bonsoir Charlotte. Bonjour. Je dis bonsoir, mais c'est bonjour. Designer de service chez UNOWAY. C'est quoi un designer de service? Un designer de service, c'est celui qui va concevoir tout le parcours par lequel vont passer les utilisateurs de notre service. On va creuser tout ça. On va creuser tout ça. Allez, c'est parti pour la loupe. Salut Mathilde Vessels. Salut, ça va? Ça va? Ouais. En grande forme aujourd'hui. Mais vous aussi? Mais oui, je vous dirai pas pourquoi. Depuis combien de temps l'éducation nationale s'intéresse justement à la numérisation à l'école? Ça fait déjà un moment, puisque ça fait partie du plan numérique déployé par le gouvernement français, et ce depuis 2015, donc sous la présidence évidemment de François Hollande. Mais surtout, l'urgence aujourd'hui, c'est de former les enseignants au numérique, car évidemment, beaucoup d'entre eux sont un peu largués, c'est vrai, par ces nouvelles technologies. L'idée générale, en tout cas, c'est de développer des ressources pédagogiques accessibles, financer le matériel, donc des tablettes et des ordinateurs, mais qui dit numérique dit prudence, notamment concernant ces fameuses données personnelles des élèves et leur protection. Mais ça, on en reparlera un petit peu après. Ouais, je suis inquiet, je sens extrêmement concentré aujourd'hui. Concrètement, quels sont les efforts de l'éducation nationale pour faire entrer le numérique à l'école? Alors, si vous avez des enfants, vous connaissez forcément Pronote. Ils sont peut-être encore un peu petits. Oui, c'est 3 ans et 8 mois, ils n'ont pas encore vous allez voir, ça va encore faire un bond en avant pour quelques années, je pense. Bah oui, vous connaissez. Donc, Pronote, c'est une plateforme d'échange pour les parents d'élèves et les professeurs. Il fait aussi office de cahier de texte. Par exemple, ma belle-fille, Olympe, qui a 12 ans, n'a plus d'agenda. J'étais assez étonnée. Je pensais que, vous savez, on avait tous des agendas. C'est terminé, tout est digitalisé maintenant. Donc, les devoirs sont sur Pronote. À la rentrée 2020, 80% des élèves du second degré et 20% des élèves du premier ont bénéficié d'un ENT. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un espace numérique de travail. Quelles sont les ressources du numérique à l'école? Alors, on en compte pas mal. C'est pour ça que je vais vous en citer que 2, parce que sinon la liste est assez longue. Alors, il y a EduTech déjà pour commencer. Les professeurs ont accès librement au portail qui contient plus de 80 000 ressources numériques pédagogiques avec lesquelles le ministère a conclu un partenariat. Il y a aussi les banques de ressources numériques éducatives. Alors là, il s'agit de 16 banques de ressources éducatives mises à disposition des enseignants et le tout gratuitement. Ce sont des contenus utiles pour composer des documents, des parcours et des évaluations, donc pour le quotidien des profs, quoi. Et le numérique fait partie intégrante aujourd'hui des programmes scolaires? Eh bien oui, puisque l'apprentissage des connaissances numériques est renforcé depuis quelques années. Parmi elles, il y a l'éducation aux médias et à l'information, l'enseignement de l'informatique et depuis 2019, en tout cas au lycée, en classe de seconde, il y a l'enseignement de sciences numériques et technologiques qui est donc proposé pour la première et la terminale. L'élève peut choisir ses options également pour les notes du bac. Comment se passe la formation, la mise en place de l'école du numérique? Alors, des mesures sont appliquées dans les établissements pour former et informer les élèves. Parmi ces mesures, il y a une charte, notamment du numérique et d'Internet. Alors, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus efficace, on va pas se mentir, c'est comme comment on appelle ça? On signe, vous savez, quand on commence... comment on appelle ça, Patrice, aidez-moi. Quand on arrive dans une entreprise, on signe un contrat? Bon, bref, c'est une charte, quoi. Une charte de bonne conduite, donc c'est une charte. C'est une charte, mais vous voyez, c'est pas ce qu'il y a de plus utile et de plus vraiment convaincant, je trouve. Sinon, chaque établissement est équipé d'un dispositif de filtrage des sites consultés, donc ça, c'est déjà un peu mieux. Le gouvernement a mis en place un comité d'éthique et d'expertise en matière de données numériques en 2019. Ce comité, alors, il a pour mission, lui, de conduire et de développer la réflexion sur des aspects éthiques associés à l'utilisation des données éducation. Vous avez vu, hein, si vous avez besoin de rien, surtout vous me demandez.
demandez. Oui, j'ai Vous vu, me merci, sollicitez. c'est sympa quand on a tout le temps une perche. Aujourd'hui, que propose le ministère de l'Éducation comme formation des enseignants au numérique? Alors effectivement, pour vous donner une idée, je vais vous donner quelques chiffres édifiants. Ces chiffres datent de 2018, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et proviennent d'une étude de l'OCDE menée auprès des professeurs. Alors 36% des professeurs français permettent à leurs élèves d'utiliser les nouvelles technologies pour réaliser leurs travaux scolaires. C'est la plus faible proportion parmi les pays de l'OCDE concernés par l'étude, puisque la moyenne, elle est de 53%. Donc on est bien en dessous. 51% des professeurs français interrogés indiquaient avoir été formés à l'usage des nouvelles technologies pendant leur formation initiale et seuls 29% se sentaient préparés et compétents réellement pour utiliser ces dernières pour enseigner. Et puis enfin, 23% des professeurs interrogés indiquaient avoir un fort besoin de formation justement sur ce thème du numérique, contre 18% en moyenne dans les autres pays. Donc on est vraiment en retard là-dessus. Le numérique, c'est vrai, fait partie des compétences dans l'obtention, en tout cas, du certificat informatique et Internet niveau 2 enseignant dans les masters de l'enseignement. Il y a également des formations pilotées par la Direction générale de l'enseignement scolaire. Sur les 8 jours, par exemple, de formation prévues, 3 sont exclusivement dédiés au numérique via notamment Magister. Je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme. C'est une plateforme de formation continue avec plus de 350 formations proposées. Merci Mathilde, l'expression orale. L'expression orale avec 2 enseignants en CM2 à Sevran à l'école Saint-Exupéry, Mickaël Gutiérrez qui est également en plateau et Annabelle Mabouaka qui est enseignante là aussi en CM2 à Sevran. Quelle est votre définition, Mickaël, justement du numérique? C'est les nouveaux outils qui nous permettent justement de mettre en place une nouvelle didactique et de fonctionner dans une classe, dans la vie de tous les jours. Et vous êtes un jeune professeur, un jeune enseignant. Est-ce que ça vous vient naturellement? Est-ce que vous voyez la différence avec peut-être d'autres collègues? Oui, puisque clairement... On aime bien, il n'y a pas de souci. Qu'on aime beaucoup. Et de par mon ancienne expérience déjà, puis au niveau de... Quand je suis arrivé dans le métier, j'ai tout de suite compris que le numérique, ça allait m'aider pour la préparation. Il y a combien de temps vous êtes arrivé dans le métier? Ça fait 7 ans. D'accord. Donc ça allait m'aider pour la préparation et pour offrir une diversité pédagogique aux élèves. Même question, Annabelle Mabouaka. Le numérique, pour vous, c'est une chance? Ah, bien sûr, c'est une grande chance qu'on a de pouvoir utiliser le numérique. C'est vrai que nos élèves sont dans un monde ultra connecté et du coup, c'est un challenge de leur proposer des choses adaptées, d'avoir des méthodes d'apprentissage pour répondre aux besoins de chacun. On prend vraiment conscience de cette chance. C'est une offre qui a un grand potentiel, mais dans lequel il faut ne pas se perdre, ne pas perdre les élèves. Mickaël, quel est l'impact de c'est un travail au quotidien. Mickaël Gutiérrez, ce n'est pas évident, mais on y prend goût. Mickaël, quel est l'impact de cette numérisation à l'école? Ça change plusieurs choses. Ça change la façon de se préparer son travail déjà, clairement, et ensuite d'enseigner. Donc de proposer aux élèves des façons différentes de travailler au niveau de toute la journée. C'est-à-dire que les cours que vous proposiez il y a 7 ans sont peut-être totalement différents que ceux que vous totalement différents. Moi, j'ai vu l'évolution en 7 ans. On avait au départ des TBI, donc des simples tableaux blancs où il y avait un vidéoprojecteur. Maintenant, on tend vers des écrans numériques interactifs où, du coup, c'est une sorte d'énorme tablette. Donc, on adapte notre travail en fonction de l'outil. Donc, en effet, ça change toute la donne. Charlotte Riflet, comment vous travaillez justement avec tous ces enseignants? Je sais que vous êtes allé les voir, notamment à Sevran, il y a quelques années et encore très récemment. Tout à fait. Nous, on va les voir en établissement pour comprendre, en fait, dans un contexte réel, comment sont utilisés les outils numériques, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter pour les professeurs et pour les élèves. Et ensuite, on co-conçoit finalement nos produits chez YouKnowWhy avec eux. Quel est l'impact sur la modification des contenus? Annabelle, on en parlait il y a un instant avec Mickaël. Quels sont les cours que vous proposez aujourd'hui et quelle différence avec ceux que vous proposiez il y a quelques années? Alors justement, la numérisation nous permet de différencier énormément notre travail et beaucoup plus facilement pour répondre le plus justement aux besoins de chacun. Par exemple, en lecture, tout le monde ne lit pas de la même manière, tout le monde ne lit pas rapidement. Au niveau de la lecture-compréhension, c'est pareil. Donc, chacun va avoir son petit projet de travail avec une lecture, par exemple, plus ou moins longue ou une lecture adaptée
si l'enfant est en difficulté. Et du coup, ça permet à chaque élève d'aller à son rythme sans pénaliser le reste de la classe, par exemple. Vous confirmez, Mickaël, justement? Absolument. Ça permet de lisser peut-être le niveau et de faire en sorte que certains ne restent pas sur le bas-côté? On peut vraiment faire de la différenciation très très pointue. J'ai le souvenir d'un élève, par exemple, l'année dernière, qui ne savait pas lire ni écrire. Donc autant dire que quand on a une classe de 20-25, c'est compliqué de s'occuper que de cet enfant-là. Grâce justement aux technologies, j'ai pu le prendre et faire un atelier avec lui, avec une tablette et un logiciel adapté qui lui permettait d'apprendre à lire tout simplement avec mon assistance. Et à la fin de l'année, ça a fonctionné. Et alors, qui produit ces contenus justement qui étaient dans cette tablette Il y a plusieurs acteurs, c'est surtout des acteurs privés qui sont en place. Donc à nous, enseignants, de chercher les différentes sources pour pouvoir les utiliser. Justement, quel est votre rôle là-dedans, Charlotte, pour cette différenciation, si je puis dire, de l'apprentissage? Alors, chez Unway, on ne crée pas de contenu pédagogique à proprement parler. Ce qu'on va faire, c'est développer des outils qui vont aider le professeur à utiliser le numérique en classe. Par exemple, on a un outil qui s'appelle le pilotage de classe qui permet en fait à l'enseignant de voir en direct ce que font les élèves sur les tablettes. C'est un tableau de bord au final pour C'est une espèce de tableau de bord qui va lui permettre de gérer facilement l'activité des élèves sur les tablettes et pouvoir intervenir en cas de problème. Quels sont les besoins que vous aviez justement identifiés, vous qui allez à Sevran assez régulièrement au final, et comment ça a évolué à travers le temps? Ce qui est vraiment important pour les enseignants, c'est que l'outil s'efface en fait, qu'on se ressente sur les interactions de prof-élève et que vraiment ce soit facile à comprendre, facile à prendre en main et que ce soit un soutien pour les enseignants et que l'outil ne prenne pas toute la place et devienne un peu une usine à gaz à utiliser. Annabelle, que dites-vous à ceux qui disent que le tout numérique, ça a des effets néfastes, notamment cette propension qu'ont les élèves à être un petit peu plus sur les écrans? Alors, effectivement, il y a du pour et du contre. Et avant toute utilisation de tablettes ou de numérique dans la classe, on sensibilise effectivement les élèves aux usages responsables de tous ces outils. On leur explique qu'effectivement, c'est bien, ça peut nous aider à travailler, mais on ne fait pas tout avec. Après, c'est vrai que le numérique, ça décuple forcément l'efficacité de l'apprentissage parce que voilà, ça nous aide à différencier, ça nous aide à travailler autrement, ça nous aide à travailler un projet collaboratif par exemple, donc ça permet beaucoup de choses. Est-ce que vous avez des exemples justement, Annabelle, de ce que vous avez fait récemment en classe? Qu'est-ce que vous avez comme exemple de projet collaboratif? Alors comme projet collaboratif, avec mon collègue Mickaël, on a monté un spectacle et du coup on a fait écrire le script du spectacle par nos élèves. Et du coup, chacun avait la possibilité d'aller ajouter une phrase, un bout de dialogue, un bout de chorale. Et chacun a mis sa petite pierre à l'édifice. Et de ce fait, ça a monté notre spectacle de manière bien plus simple. Mickaël? Oui. Je confirme. Vous voyez comme ça avec le doigt? Non. Je voyais comme ça un petit peu, je me suis dit, bon, Mathilde. Oui, alors vous êtes jeunes tous les deux, vous êtes deux jeunes professeurs. Est-ce que vous vous battez pas avec des plus anciens, ou pas forcément des plus anciens, mais des professeurs qui sont un peu réfractaires au numérique et qui disent non, moi, c'est les livres en classe et il n'y a pas de numérique, quoi. Alors on peut se battre, entre guillemets, aussi avec des jeunes qui n'ont pas forcément la vision du numérique. Oui, c'est pour ça, j'ai précisé des... Voilà, ça peut être en fait un peu tout le monde parce que ça demande en fait une autre façon de travailler et du coup ça demande un temps personnel qui est un peu plus long parce que les formations sont vraiment très courtes, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure. Donc ça demande un gros travail personnel. Donc je pense qu'il y a cette part il y a ce frein-là dans un premier temps et ensuite il y a la peur de sortir de son zone de confort en fait et de se lancer. Charlotte? Oui, je pense aussi que c'est vraiment la peur de l'outil, la peur d'être en échec devant les élèves qui pose problème et qui fait que les professeurs n'ont pas envie de se lancer. Et des élèves, qui connaissent parfois mieux l'outil que le professeur lui-même. Alors aussi, ça, c'est pas vrai. Pour le coup, les élèves, je te laisse après répondre, mais les élèves savent très bien utiliser les smartphones, mais dès qu'on est sur un ordinateur... oui, d'accord, moi je pensais plus aux tablettes. C'est un autre monde, quoi. Exactement, c'est un autre monde. C'est ça, oui. On a pu le constater ensemble. Là, quand on passe déjà sur clavier, c'est un autre monde, ils ne savent pas du tout comment un clavier, une souris, voilà, ils ont l'environnement en effet téléphone. J'ai eu peur que tu dises ils ne reconnaissent pas les lettres.
Alors ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Tu vois, faut pas que je arriver, hein. Ça peut arriver. Annabelle, vous confirmez? Ah oui, ça peut arriver. Parfois, on est bien surpris de certaines choses, mais bon, il faut faire avec. Charlotte? C'était impressionnant de voir justement dans votre classe qu'en fait, il y a des problèmes de motricité par rapport au clavier, c'est-à-dire que faire une majuscule, donc appuyer sur la flèche plus la lettre, c'était compliqué pour les élèves et ça s'apprend. Vraiment, c'est pas natif. Ouais. Mais alors, que dites-vous à ceux qui avancent que quelque part les enfants doivent penser ou en tout cas comprendre comment fonctionne l'ordinateur? Mais il y a un peu cette idée-là, quoi. Penser comme l'ordinateur. Il faut se dire que le numérique doit être au service des apprentissages et pas l'inverse. Et si on part de ce constat-là, il n'y a plus besoin d'avoir peur de trop de numérique en classe, trop d'écran. Si on part de ce postulat-là, en fait, on peut partir sur une base d'apprentissage correcte et l'utiliser correctement. On parlait de l'évangélisation hypothétique de certains professeurs, qu'ils soient jeunes ou vieux, ma chère Mathilde, visiblement. Annabelle, est-ce qu'il faut aussi évangéliser, c'est pas facile à dire, certains parents? Aux parents, c'est pareil, on prend le temps de leur expliquer que le numérique qu'ils connaissent à la maison, c'est pas le même numérique que nous, on met en place dans la classe. Voilà, on prend le temps aussi de leur expliquer que c'est indispensable de former aujourd'hui des citoyens responsables par rapport au numérique, parce que voilà, on est entouré de ça et je pense que dans le futur, le numérique aura encore une place bien plus importante. Et grâce à ça, on peut aussi aider nos élèves à développer leur esprit critique et à comprendre les choses par eux-mêmes. Charlotte, quelle est ta démarche au sein de UNOWay? Est-ce que tu veux voir ces établissements, ces professeurs qui en font la demande ou parfois tu es proactive et tu vas un petit peu là aussi évangéliser tel ou tel prof? Alors, on a les deux, c'est-à-dire qu'on a lancé la communauté school, donc c'est vraiment des enseignants qui ont envie de nous aider à concevoir nos produits qu'on va avoir en établissement, donc comme Annabelle et Michael. Mais on a aussi besoin parfois d'avoir un panel représentatif, donc des gens qui n'utilisent pas du tout nos solutions ou qui ne se sont pas mis au numérique et qu'on essaye de sourcer autrement pour se rendre compte de quels sont les freins, comment on peut les aider à s'y mettre. Donc on fait vraiment les deux en fonction des besoins. Quels sont les plus gros freins habituellement, si je puis dire? Alors c'est la peur que ça prenne trop de temps. C'est-à-dire que forcément, il y a un investissement au départ qui est important. Il faut retransformer les contenus. Avant de gagner du temps, il faut accepter d'en perdre un petit peu. Et puis surtout, je pense que les enseignants voient la tâche de manière énorme, alors qu'il faut commencer par des petits bouts, et puis on commence avec un petit exercice, et puis après on digitalise de plus en plus. Mais on voit ça comme un océan de choses à faire, et donc les profs ont du mal à s'y mettre. Qu'en est-il de la formation des professeurs, Annabelle? Mathilde l'a évoqué tout à l'heure. Qu'en est-il chez vous, notamment à Sevran? Alors, c'est un point sensible. La formation, on n'en a pas vraiment eu. Même à la fac, on n'en a pas vraiment eu. Donc, on essaye effectivement de trouver des solutions seuls, de se former, de collaborer entre profs, d'échanger, de partager sur des bonnes pratiques. Et heureusement, parfois, on tombe sur des gens comme Charlotte et son équipe qui nous aident à réaliser toutes les idées les plus folles qu'on a en tête et qui nous aident à travailler sereinement et correctement avec les élèves. Et c'est super important et c'est super agréable. Mickaël, la formation, c'est l'école de la débrouille? C'est absolument ça. C'est absolument ça, même si certaines circonscriptions essayent d'avoir des conseillers pédagogiques dans le numérique. Mais c'est une petite poussière vis-à-vis de tout le travail qu'il y a à faire, en fait. Est-ce que la ville peut vous aider, justement, dans ces démarches? D'un autre côté, justement, c'est la ville qui a financé tout le matériel numérique. Donc, elle a un plan d'action sur la ville. Donc, nous, on est très chanceux vis-à-vis de ça. Et des formations qui sont liées aux outils qu'on nous offre. Qu'en est-il de la formation pour les profs et comment... J'allais dire aller plus loin, mais peut-être comment vraiment la démarrer, quoi. Je sais pas. Ce qui est important, je pense, c'est quand même la formation entre pairs, parce qu'avoir des formations un petit peu académiques où on va vous expliquer comment on utilise un ordinateur, etc. Derrière, les profs ne savent pas forcément le mettre en pratique. Donc peut-être à l'échelle locale, pouvoir développer des petites initiatives pour faire de la formation de pair à pair, ça peut être plus intéressant. Et tu as le sentiment que ça va peut-être naturellement s'accélérer avec les jeunes générations qui arrivent?
C'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère. On a eu une accélération quand même avec le Covid, où on a dû faire la classe à distance. Donc là, on a senti tous les moyens mis en œuvre sur l'école à distance et le numérique. Ouais. Mais tout le monde a dû s'y mettre, là. Tout le monde a dû s'y mettre. C'était compliqué au début, hein, pardon. Ça a été une cacophonie. À la maison, c'était un... Parce qu'on a dû gérer, Capharnaüm, de notre côté, une plateforme qui a été mise en place, qui était un petit peu bancale, puisque pas prête. Et ensuite, les parents qui avaient leurs problèmes de numérique sur place, du coup, pas de téléphone, pas d'écran, la connexion qui ne fonctionne pas, comment fait-on pour... Ça sent le vécu, Mathilde. Non, alors pas du tout, parce qu'on avait un ordinateur à la maison, tablette et compagnie, c'est pas le problème, mais vous avez mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. Il y a des parents qui n'ont pas tout ça, qui n'ont pas de tablette, qui n'ont pas de téléphone, qui n'ont pas les moyens, ou qui n'ont pas envie, qui n'ont pas de télé, qui n'ont pas ce genre de choses à la maison. Comment vous faites avec ces élèves-là, ou même avec ces parents, pour une connexion, j'ai envie de dire Du coup, nous, je sais que l'école pouvait prêter, grâce à la ville, certains matériels informatiques, comme des tablettes, mais c'était très, très, très limité. Et ensuite, c'était, comme on disait tout à l'heure, l'école de la débrouille, les voisins, voisines qui prêtaient des téléphones. Alors, oui, donc là, il y a une inégalité quand même. Il y a une inégalité. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Par contre, de savoir s'en servir ou d'avoir justement les bonnes applications ou les bons logiciels, ça, c'est plus compliqué. Mais on a réussi quand même à s'en sortir au bout de quelques semaines. Annabelle, quel souvenir tu gardes justement de cette période Covid et surtout les débuts qui ont été délicats, on va dire? Alors, effectivement, les débuts, ça a été très, très compliqué. Mais une fois qu'on a trouvé une solution pour chacun, ça s'est très bien passé. Les élèves étaient plutôt contents de se retrouver, même pas longtemps, pour... corriger un exercice par-ci par-là, faire une leçon. Donc effectivement, ça prend du temps. Là aussi, c'est à nous de nous débrouiller pour trouver des solutions avec les familles. Mais quand on veut, on peut. Et voilà, ça résume aussi ce qu'on fait en classe et avec les tablettes. Quand on veut, on peut. Tout est possible. Annabelle, tu parlais tout à l'heure justement de la pédagogie différenciée. Est-ce qu'il y a aussi, bien sûr, l'autre onglet, c'est l'école inclusive. Est-ce que justement le numérique peut répondre à ces deux problématiques? Est-ce que tu peux répéter ta question, s'il te plaît? Tout à l'heure, tu parlais de la pédagogie différenciée avec, c'est vrai, ces élèves qui ne vont pas forcément au même rythme. Il y a aussi, on parle beaucoup de l'école inclusive pour tous. Est-ce que le numérique, c'est la réponse à ces deux équations? Oui, je pense, je suis persuadée que le numérique permet effectivement l'inclusion des enfants et de lutter aussi contre le décrochage scolaire. Parce que, effectivement, les enfants, quand on travaille avec le numérique, les enfants, par exemple, ne se rendent pas compte qu'ils travaillent, qu'ils progressent. Et quand on leur montre sur des diagrammes leur progression, tiens, voilà, aujourd'hui, tu as réussi à lire ça, et c'est plus que ce que tu as lu la semaine dernière, forcément, ça encourage les enfants à continuer leur progrès, à travailler, et on essaye de raccrocher tout le monde à la locomotive. C'est pas toujours évident, mais c'est aussi notre travail, et je pense que ça fonctionne très bien. Mathilde Bessette. Ouais, j'ai une question, Annabelle, concernant la lecture précisément. Vous parliez de progrès qu'on voyait plus sur le numérique, etc. Comment ça se concrétise vraiment? Je ne comprends pas trop Enfin, comment les élèves peuvent voir plus facilement leur progrès sur une tablette que sur un livre? Alors, pour certains, comme le disait tout à l'heure Mickaël, on a eu des élèves qui étaient peu lecteurs ou pas du tout. Et du coup, on a téléchargé une application qui s'appelle Lalilo et qui permet justement de créer un chemin de lecture pour chaque profil d'élève. Donc, vous avez des petits textes à lire avec des questions de lecture-compréhension. Donc, par exemple, pour le petit lecteur, il avait une question. Pour le lecteur moyen, on avait 3 questions. Et plus on avançait dans l'année, plus l'élève se rendait compte qu'en fait, son chemin de lecture... il était de plus en plus compliqué. Et donc c'est là qu'on voit les progrès de l'élève. Au tout départ, voilà, il ne comprend pas forcément ce qu'il lit, ou alors c'est très compliqué, donc on va lui donner 1 ou 2 phrases. Et plus on va avancer dans l'année, plus les phrases vont être complexes, avec des inférences, avec des choses à comprendre mais qui ne sont pas forcément écrites. Et l'enfant se rend compte à ce moment-là que « Ah bah oui, maîtresse, j'ai progressé. J'aurais été incapable de lire cette phrase en septembre. Bah maintenant, on est en décembre et voilà, je lis 5 phrases alors que j'en lisais une en septembre. » Charlotte, c'est justement avec ce type d'outil qu'on peut améliorer, alors pas l'expérience client, mais l'expérience élève?
Oui, c'est sûr que ça permet de créer, en fait, d'apprendre sous forme de jeu. L'élève ne se rend pas forcément compte qu'il est dans une situation d'apprentissage et surtout, ça valorise beaucoup l'erreur. Donc, en fait, les applications sont souvent un enseignement positif pour eux. Et en un fait, côté moins brutal exactement, j'imagine, quand c'est avec le professeur. Après, le numérique n'est pas une réponse à tout, mais en tout cas, c'est un moyen de valoriser l'élève. C'est une partie de la réponse. L'info en plus, avec Mathilde. Et cette question, ma chère Mathilde, à l'heure du numérique, à quoi va ressembler l'école du futur ? Vous avez 2 heures. Oui, alors, déjà, on en parlait. Merci, c'est sympa. 2 heures, c'est déjà... Je suis cool comme prof, je suis cool. On en parlait il y a 2 secondes, effectivement. Est-ce que, justement, les livres et les papiers vont être remplacés par les écrans ? Dans le monde, en tout cas, il existe déjà des écoles du numérique. On va partir en Estonie, mon cher Patrice, où les élèves suivent les cours avec un casque de réalité virtuelle. Déjà, les Estoniens n'ont pas attendu le Covid, car dans les années 90, déjà, l'enseignement à distance devenait une priorité nationale. Souvenez-vous comment c'était l'enfer chez nous en France avec l'école à distance. Eh bien, en Estonie, les élèves sont habitués à avoir accès à leurs livres en ligne, par exemple, ainsi qu'à leurs devoirs depuis les années 90. Donc, ça commence vraiment à remonter. Un collège s'est même spécialisé dans le numérique où les élèves apprennent, par exemple, à piloter un drone. On imagine ça, évidemment, pas en France. Ils sont formés au hacking et dans un lycée, les élèves sont même rémunérés. Ils sont formés au hacking ? Au hacking, je vous jure que c'est vrai. Bah oui, non, mais vous vous moquez de mon accent, peut-être ? Ah non, pas du tout. Non, je pensais que c'était mon accent qui était un peu nul. Non, on a une émission sur le Québec après, mais je sais que vous comprenez, mais c'est autre chose. Non, j'étais surpris par l'info, c'est tout. D'accord, non, mais c'est vrai. Alors, ils vont peut-être pas hacker leur lycée, j'imagine, mais enfin, en tout cas, voilà. Les élèves sont même rémunérés, figurez-vous, pour résoudre les problèmes informatiques et pour donner des cours à leurs professeurs. C'est comme, on les motive de cette façon. Et puis, pour terminer, quand même, cette petite précision, selon l'OCDE, l'Estonie est le pays d'Europe où les élèves sont les plus satisfaits de leur école. Alors, y a-t-il un lien de cause à effet avec le numérique ? On ne sait pas. Mickaël, il y a un lien justement de cause à effet entre le numérique et le bonheur d'apprendre, d'après vous ? Avec donner envie aux élèves de travailler et d'aimer l'école, oui, clairement. Le numérique fait partie des éléments qui donnent envie de travailler. C'est pas le seul, comme on le disait tout à l'heure. Les ateliers, travailler sous forme de jeux, en décloisonnant, etc. Mais le numérique aide à donner envie aux élèves à venir travailler à l'école. Et aussi, on essaye du mieux qu'on peut, donc pas de faire de hacking, mais par contre de faire de la programmation. Ouais. C'est dans de plus en plus maintenant. C'est dans les programmes, on fait de la programmation et justement, grâce aux outils, on peut le mettre en place, donc de programmer des robots. Et justement, les enfants se rendent compte qu'à leur âge, ils peuvent déjà commencer C'est un enseignement obligatoire, la programmation ? Ça fait partie du programme. Maintenant, c'est très difficile de mettre en place dans les écoles qui n'ont pas de matériel, mais c'est un enseignement. On revient toujours la même chose, effectivement, le problème de moyens. Annabelle, la même question. Est-ce qu'il y a un lien, d'après vous, d'après toi, entre le numérique et le bonheur d'apprendre à l'école ? Bien sûr. Alors après, c'est tout un état d'esprit dans la classe et je pense que, avant tout, c'est l'enseignant qui, par sa bienveillance et par ce qu'il propose en classe, donne envie aux enfants de venir à l'école et d'apprendre dans la joie et la bonne humeur. Mais c'est vrai que le numérique aide beaucoup. Ça nous donne énormément de clés variées pour répondre à leurs besoins. Et comme je disais tout à l'heure, pour que chacun puisse aller à son rythme et que chacun puisse progresser à son rythme. Charlotte, quel est le rôle des acteurs privés comme YouKnowWhy ? Est-ce qu'aujourd'hui, le rôle, par exemple, de YouKnowWhy a un rôle primordial pour aider tous ces professeurs qui sont, on le voit, en demande Alors, primordial, je ne sais pas. En tout cas, nous, notre volonté, c'est que le numérique puisse se démocratiser à l'école. Donc, on fait en sorte d'aider les professeurs, que ce soit simple d'utiliser le numérique, qu'ils n'aient plus peur de le faire. Et voilà, et que ça qu'on soit ouvert sur en fait, ce qui va se passer demain. Aujourd'hui, le numérique est dans notre quotidien. Il faut que les élèves soient formés au numérique, donc que les enseignants soient à l'aise avec l'outil numérique. Mickaël et Charlotte, Charlotte et Annabelle qui font le plus beau métier du monde. Merci encore pour vos témoignages. Annabelle, on espère que tu seras en plateau avec nous la prochaine fois. Avec tes élèves ? Avec grand plaisir. Avec toute la Tablette classe. à l'appui, toute la classe. On va faire de la place en plateau, t'inquiète pas. Avec tous les élèves, avec Mickaël. Attention, je n'ai pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Alors c'est parti. On prend date. On prend date. Je t'envoie tout de suite par texto après la date de mes vacances parce que je ne veux pas qu'on me traite après de menteur. Promis, on fait ça. Un grand merci à Mickaël. Merci. Un grand merci à Charlotte de chez YouKnowWhy et encore merci pour tous ces éclaircissements. Merci beaucoup. Chère Mathilde, je vous libère. Merci. À très vite. Excellente journée en notre compagnie.